Sur cette cassette, il y a un secret. Un secret enfoui depuis près de 100 ans. La clé de l'énigme criminelle la plus célèbre du XXe siècle en France, l'affaire Seznec. C'est le récit de l'unique témoin d'un crime jamais élucidé. Ça m'a drôlement travaillé cette histoire, ce que tu m'as raconté. J'en ai été réveillé la nuit. Moi, je suis travaillé par l'histoire de mon grand-père. C'est pourtant ça qui s'est passé. Moi, ça m'a toujours fait sourire quand je lisais les articles dans la presse. Puisque je la savais, la vérité. Faudrait que tu le dises un jour. Ouais. Et après les enfants, ils me reprocheraient ça toujours. Je crois que pour l'histoire, si tu veux, lorsqu'on est détenteur d'une vérité que personne d'autre ne possède, on n'a pas le droit de faire ça. Je n'ai vu qu'un cadavre par terre, c'est tout. Le témoin capital, Guy Seznec, avait 12 ans à l'époque des faits. Il a gardé le silence toute sa vie avant de parler à son neveu. Mais à présent, les deux hommes sont morts et la cassette a disparu. Il n'en reste qu'une transcription. Ce récit, cette vérité n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît de l'affaire dans laquelle Guillaume Seznec a été condamné pour le meurtre de Pierre Kemner en 1924. Au soir de sa vie, dans les années 80, Guy Seznec a fini par raconter son incroyable secret à ses enfants, ses fils, Gabriel et Jean-Yves. Il parle pour la première fois. Maintenant, je me dis, il faut le dire, les informations que nous a données notre père, qui sont plus que des informations. Pour nous, pour les autres, mais pour la vraie vérité, parce qu'en fait, j'ai envie que la vérité se sache. Pour moi, c'est la vérité, c'est sûr. Il m'a raconté ce qu'il a vu, ce qui s'est passé après, et il s'est décidé à me raconter tout le reste de l'histoire, dans les détails, jusqu'au bout, quoi. Les détails qui font que c'est obligé que ce soit vrai. C'est toujours frustrant. C'est frustrant de connaître la vérité et puis d'entendre tout ce qui se dit. Mais bon, il faut montrer que la vérité, elle peut être très simple et puis en faire des romans, des livres, des films. Papa, il m'avait dit, c'est une affaire toute simple. Ça, je me souviens de ces mots. C'est une affaire toute simple qui a été compliquée à outrance. Et puis il m'avait dit aussi, n'en parle pas parce qu'on te prendra pour un fou, on te croira pas et on te dira que t'es un menteur. Qui a tué Pierre Kemner? C'est ce secret, l'histoire d'un secret de famille que nous allons vous dévoiler. L'histoire démarre sur les chapeaux de roue par une virée en Cadillac à travers la Bretagne. À bord, Pierre Kemner, conseiller général du Finistère, et Guillaume Seznec, qui dirige une scierie à Morlaix. Tous deux ont fait fortune pendant la guerre et noué à la fois une solide amitié. Dîner à Houdan. Et puis après, Kemner veut continuer en train et charge Seznec de conduire la voiture à Paris. Et c'est là la dernière. Une semaine, puis deux, Kemner ne réapparaît pas. Sa famille s'inquiète, questionne Seznec qui se fait rassurant et signale la disparition à la police. Sans suite. La famille a payé des détectives privés pour aller vérifier un certain nombre de choses, c'est-à-dire les dires de Seznec. Donc ils sont allés voir et ils n'ont trouvé aucune trace de Kemner. Cette fois, la police mène l'enquête et découvre que Kemner n'a jamais pris le train. Plusieurs témoignages dans les environs de Dreux et de Houdan orientent les enquêteurs qui ont bientôt une conviction. C'est au bord de la route qu'il se serait passé quelque chose entre les deux hommes. C'est là qu'on va dire qu'il a tué Kemner, donc quelque part entre Dreux et Houdan, en rase campagne.
Et comme le cric manque dans la voiture, les gens vont penser que c'est avec le cric qu'il a tué Kemener et il l'aurait enterré dans le coin de Dreux-Houdan. Et toutes les recherches ont été à Dreux et à Houdan. Ils n'ont jamais rien trouvé. Ce qui est sûr, c'est que Seznec n'est jamais allé à Paris. Il est rentré directement chez lui et a repris ses activités comme si de rien n'était. Un mois après la disparition, la police fait une découverte capitale à 200 km de là. Le sac de voyage de Pierre Kemner abandonné. À l'intérieur, un document qui va aggraver les soupçons. C'est une promesse de vente par laquelle Kemener vend son beau manoir de Traunès près de Paimpol au Seznec. Du coup, la police le soupçonne très fortement dès le départ et Seznec continue à s'enfoncer et ne donne pas des réponses satisfaisantes, ce qui fait que très rapidement, il devient le suspect numéro 1 et la police va aller dans ce sens-là jusqu'au bout. L'étau va encore se resserrer sur Seznec lors d'une perquisition chez le maître de Syrie à Morlaix. Les enquêteurs trouvent un objet trop bien caché. Une machine à écrire sur laquelle Seznec aurait tapé la fausse promesse de vente retrouvée dans le sac de voyage de Kemner. Les experts entrent en jeu et confirment. Ce sera la pièce maîtresse de l'accusation. Les policiers tiennent leur mobile. Seznec est arrêté et incarcéré. Lors du procès à Quimper, Seznec, qui pense être acquitté à coup sûr en l'absence de cadavre, s'y prend plutôt mal. Il a tout fait, en fait, pour se mettre les jurés à dos, puisqu'il essaye de s'évader 2-3 jours avant de passer à cour d'assises. Il essaye de soudoyer des témoins. Il est puant pendant les assises. Hein, il envoie tout le monde balader. Il n'a pas d'explication claire. Chaque fois qu'il a un témoin contre lui qui le contredit, il dit « Ouais, vous êtes payé par la police pour dire ça ». Au fil des audiences, le procès tourne de plus en plus à charge. Il a failli véritablement être condamné à mort pour assassinat. Simplement, il y a un des jurés qui a dit « Ah ben non, c'est une affaire de mœurs. Kemener aurait été l'amant de Madame Seznec et donc il y aurait eu il y a un règlement de compte. Seznec aurait tué Kemener pour ça. Donc, mais c'est une rumeur, mais il a sauvé sa peau à une voix près. Hein. L'assassinat est requalifié en meurtre. Le 4 novembre 1924, Guillaume Seznec est condamné au bagne à perpétuité. Il embarque avec les forçats pour Cayenne. Ça, c'est le jour de sa mort. Ce crucifix, on l'a toujours. Il dure depuis plus de 40 ans. Au détriment de ma vie privée, un petit peu. Comment peut-on condamner quelqu'un sans preuve, sans témoin, sans armes, sans mobile et sans cadavre ? C'est absolument inouï. Ça restera toujours un mystère éternel tant qu'on n'a pas trouvé le disparu. Parce qu'on trouve toujours quelque chose. Là, il n'y a rien, de rien, de rien. Je pense que l'affaire Kemner, au départ, et qui est devenue l'affaire Seznec, c'est une affaire d'État. Probablement la police qui l'enlève, qui l'exécute, qui le fait disparaître. Il est lié à un trafic de Cadillac avec l'armée rouge, entièrement équipé de véhicules américains qui venaient de Bretagne. Je pense que Kemner a été éliminé. Dans les années 2000, après 13 tentatives de révision infructueuses, Denis Seznec espère enfin blanchir son grand-père, victime selon lui d'une affaire d'État. Mais le 14 décembre 2006, la justice refuse définitivement de réhabiliter Guillaume Seznec.
La justice, avec son bandeau sur les yeux, se disait aveugle. Depuis l'affaire Outreau, ils sont présents. On la croyait sourde. Eh bien, depuis l'affaire Seznec, elle est devenue folle. Une erreur judiciaire interpelle tout le monde. Une affaire où, en plus, il y a un mystère qui est devenu Kemmener, homme politique. 95 ans après, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Kemmener. Je crois que réhabiliter mon grand-père, c'est devenu notre raison de vivre, de la famille. Guillaume Seznec, un grand-père devenu symbole de l'erreur judiciaire. Denis il a réussi, avec toutes ses recherches, toutes ses démarches, tout ça, à retourner la vie des gens, à faire en sorte qu'on ne pense plus la même chose. Et donc ça nous a libérés un peu. Il a mis en relief un doute aussi sur la culpabilité. Ça nous a permis de mieux vivre, finalement, l'affaire de notre grand-père. Et de pouvoir dire aux gens, bah oui, en effet, c'est mon grand-père. Alors qu'avant, on disait, ah non, c'est une autre famille, quoi. Hein. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas eu l'intégralité des révélations de notre père, quoi. Qui a fait qu'il a peut-être pris une autre direction. L'autre direction, ce vaste trafic de Cadillac sur lequel Denis Seznec base tout son combat judiciaire, a-t-il vraiment existé? C'est un brocanteur breton spécialisé dans l'export vers les États-Unis, un passionné de vieilles voitures qui va mener l'enquête. Je connaissais un petit peu l'affaire Seznec comme tout le monde. Au début, j'ai commencé à travailler sur l'affaire des Cadillacs. Le fait que j'ai des liens avec les États-Unis ont fait qu'il était plus facile d'avoir accès à des documents quelqu'un qui est en France. Donc le trafic de Cadillac est un des mystères ou un des tiroirs de l'affaire Seznec, mais il y en a d'autres. Quand ils entrent dans la Première Guerre mondiale, en 1917, les Américains envoient en Europe une armée et toute l'intendance qui va avec. Un débarquement de matériel, de véhicules, d'armement, de nourriture qui arrive dans les ports bretons. Et les fameuses Cadillacs qui sont au cœur de l'affaire. Pour le brocanteur et bien d'autres spécialistes, cette histoire de trafic de voitures vers l'URSS ne tient pas la route. Dès 1920, Seznec se fait prendre en cachant des voitures américaines, une Cadillac, dans un hangar de plots modernes. Sachant qu'il y a des trafics sur les stocks américains, il y en a partout, c'est-à-dire tout le monde en a. Hein. Le préfet du Finistère achète sa voiture aussi. Hein. Donc maintenant, de là à dire qu'on trafique une Cadillac par-ci par-là, ou bien on en envoie des centaines sur Paris, ça c'était autre chose. Et ça, on n'en a aucune preuve. Un trafic illégal, international vers l'URSS, qui n'aurait laissé aucune trace en France, ni à travers l'Europe. Impossible. Donc, ayant des opportunités d'aller régulièrement aux États-Unis, j'ai pu avoir accès à des archives, et notamment des archives de Cadillac. Alors, la première chose qu'on a découvert, c'est qu'il n'y a eu que 2095 Cadillac envoyés en Europe. On parlait d'un vaste trafic de Cadillac avec des fils de Cadillac qui partaient, etc. Bon, il n'y en a eu que environ 2000. Si la Russie voulait acheter des Cadillacs, ils pouvaient directement s'adresser aux États-Unis, qui commerçaient, donc il n'y avait pas de problème particulier. Je ne vois pas pourquoi ils auraient été acheter des Cadillacs qui commençaient déjà à dater, hein, qui en plus avaient été envoyés sur le front, enfin pas nécessairement bien entretenus. Donc, tout ça n'est pas cohérent, n'a ni queue ni tête, ne correspond à rien. Donc. C'est quelque chose, effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est quelque chose qui ne tient pas debout économiquement parlant. Et effectivement, je crois que c'est un gros manque, un des gros manques du dossier, puisqu'il y en a plusieurs, qu'il n'y a pas eu d'investigation sérieuse sur le pseudo-trafic de Cadillac.
Pas de trafic international, donc pas de machination. Pas besoin d'éliminer Kemner, ni de faire porter le chapeau à Seznec. La dernière piste, le secret de famille, c'est l'ancien avocat des Seznec qui l'a lancé récemment. Il a attendu près de 40 ans pour la sortir des cartons parce qu'elle contredisait totalement l'histoire du secret d'État dont il venait de saisir la justice. Je viens de déposer une demande en révision, la 13e, au nom de Jeanne Seznec, qui est l'une des filles de Seznec, et puis Bernard Leher, qui est l'un des fils de Jeanne Seznec, vient me voir et me dit en fait, vous faites erreur. Je sais par mon oncle, donc l'un des fils de Seznec, que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Il a assisté à la mort de Kemner dans la maison familiale des Seznec à Morlaix. Alors bon, je suis totalement estomaqué, j'ai du mal à le croire. Et il me dit, mais je peux enregistrer à son insu, bien sûr, parce qu'il ne voudra pas faire ça publiquement. Janvier 1978. Bernard, l'autre fils de Jeanne, le frère de Denis, donne rendez-vous à son oncle Guy et l'emmène faire une virée en voiture, comme au début de l'histoire. Je suis désolé de te demander ça. Mais tu es absolument sûr de ce que tu m'as dit? De ce que tu as vu? Bah dit, et puis j'ai entendu toute la conversation. C'est ce qui m'a fait les regarder. Ça s'est passé quel jour, tu sais? Bah un dimanche. Oui, un dimanche, parce que c'était le seul jour que j'avais de repos le dimanche. Sinon j'étais à la pension. Je crois que c'était au mois de mai. Et tu te souviens si ce jour-là il faisait beau? Il faisait très beau, c'était le matin, mais je sais pas l'heure. Et toi, tu avais entendu quoi ce fameux dimanche? Pour démarrer, elle disait « Ah non, Pierre, pas vous, hein, non !» Et puis « Ah, laissez-moi tranquille, ah non, laissez-moi tranquille ou j'appelle !» Et puis après ça, j'ai plus rien entendu. Donc il a entendu ce qui s'est passé, quoi. Il a été voir la fenêtre, et puis il a vu Kemner par terre, allongé, recroquevillé sur lui. Et Kemner, il était mort. La grand-mère, elle s'est défendue. Elle a eu un geste de défense, quoi. Et puis que Kemner, il l'a pas vu tomber, hein, mais était par terre quand il a regardé à la fenêtre. Ça a duré quelques secondes entre le moment où sa mère a crié et le moment où il a regardé à la fenêtre. Lui, il a eu peur pour sa mère? C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il dit, oui. Et sa mère, il a dit qu'elle avait levé la main, parce que Kemner l'avait agressé un peu, enfin, tripoté, quoi. Et puis, il s'est jamais relevé. Il voit du sang? Alors, il voit un peu de sang, il n'en voit pas tellement, mais il en voit un peu. Et donc, c'est tout. Après, la bonne l'a recouvert d'un drap. Ils n'ont pas voulu sa mort. Hein. C'est un homicide involontaire, finalement. Donc il suppose que sa mère, victime aujourd'hui on dirait d'une agression sexuelle, s'est défendue. Quand j'ai écouté ce témoignage, il m'a semblé très sincère. J'ai été vraiment troublé parce que je me suis dit, oui, ça correspond à la vérité. Marie-Jeanne Seznec en état de légitime défense, la mort accidentelle de Pierre Kemner, mais comment? Une chute contre un meuble? Un coup porté? Mais avec quoi? Le brocanteur Bertrand Villain a cherché des indices pour confirmer le témoignage de la cassette. Et il en a trouvé dans les archives de la maison Seznec.
J'ai un certain nombre d'archives personnelles. Alors, il y a des documents intéressants, parce qu'il y a des courriers de Guillaume Seznec. Par exemple, là, on a un courrier qui est daté du 28 septembre 1924. Il est signé Seznec, il est écrit de sa main. Ça, c'est l'inventaire donc, de la maison Seznec, qui date du 17 juillet 1923. Alors, dans le témoignage, il indique sur la cheminée, il y a effectivement un candélabre et il a l'expression « le candélabre est toute traviole ». Donc, j'ai repris mes documents et j'ai regardé s'il y avait un candélabre dans la maison. Il est indiqué dans la salle à manger une pendule marbre avec vieux candélabre, style Louis XV, pour une valeur de 175 francs. Donc ce document confirme au moins que Guillaume n'a pas menti ou n'a pas inventé son histoire, puisqu'on a un document qui prouve qu'il y avait bien un candélabre dans la salle à manger. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle les garnitures de cheminée, donc qui étaient populaires vers le 19e. Donc tous les gens de bon goût avaient une pendule avec des candélabres de chaque côté. Un objet assez lourd et puis assez contondant. Donc recevoir un coup sur la tête, je pense que ça doit faire mal. Moi, j'aimerais pas en recevoir. Ton père n'était pas là à ce moment-là? Bah, il est venu dans le courant de l'après-midi. C'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Il en était malade. Il ne savait pas comment faire. Ils ont discuté. Il pleurait et il disait « On est ruiné, on est ruiné. Tout l'argent qu'on lui a donné, on n'en reverra jamais la couleur. » Et il disait ça en breton. La mort de Kemner est une catastrophe. Les Seznec lui ont donné une fortune en liquide pour racheter sa maison de Paimpol, le manoir de leurs rêves. Et le problème, c'est que quand il a regardé le corps, ils ont regardé dans ses poches, ses papiers, ce qu'il avait. Et le deuxième malheur, c'est qu'il avait l'acte de vente dans sa poche. Et quand ils l'ont dépliée pour la regarder, elle était tachée de sang, juste à l'endroit où il y avait les sommes de marquées pour l'achat du manoir. Et donc, ils ont demandé à mon père de regarder si lui, il arrivait à lire. Et il n'y arrivait pas non plus. C'était tellement souillé, quoi, qu'il n'arrivait pas à lire. Et après l'émotion et le désastre, parce qu'en fait, il lui avait donné toutes ses économies, et puis, bon, il ne reverrait jamais cet argent, quoi. Ils sont montés discuter pendant des heures et des heures, avec la bonne, sa mère, et puis son père, donc. Et puis ils ont réfléchi à la meilleure solution. De toute façon, dans tous les sens, c'était une mauvaise solution. Ils ont été accusés de meurtre d'une façon ou d'une autre. On a choisi la moins mauvaise, en espérant que la justice allait appliquer pas de cadavre, pas de meurtre. Les Seznec décident de cacher le cadavre, de faire un faux pour récupérer le manoir Kemner et surtout de taire la vérité à jamais. Ils sont tous partis pour aller jurer de ne rien dire devant Dieu, dans un lieu bien spécifique, parce qu'ils étaient très croyants. Donc à partir de là, tout le monde a juré de ne jamais rien dire. Dans mes souvenirs, donc il a dit que l'Église était au courant, qu'ils avaient juré. À mon avis, c'était quand même important pour lui. Ça fait partie de son éducation, parce que cette famille-là était très, 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 très croyante, très, très, très pratiquante, je pense. Mon père, il s'en est voulu toute sa vie, parce que lui, il pensait que s'il avait pu raconter ce qu'il avait vu, son père n'aurait pas été au bagne, enfin, il aurait été innocenté. Seule qui a voulu rompre ce serment de silence, c'est Marie-Jeanne Seznec. Un jour durant l'enquête, elle a craqué devant les enquêteurs et son fils Guy était présent. Je me souviens qu'il a dit ma mère, elle a fini par avouer aux gendarmes que c'était elle, mais qu'elle n'avait pas été crue. Et ma mère a dit la vérité aux flics. C'est ça qui est terrible. Parce qu'elle l'a dit à la police? Oui. Un jour, elle s'est mise en colère. Après tout, je vais vous dire la vérité.
C'est moi qui l'ai tué. Alors lui, il a tapé sur la table. Écoutez, madame, je vais vous gifler tout à l'heure. Parlez encore de ça, on vous enferme comme folle. Parce qu'ils ne pouvaient pas y croire de la façon dont ils avaient amorcé le truc. Ils disaient, bon, vous êtes bien comme toutes les femmes. Pour sauver votre mari, vous êtes prête à tout. Même à dire que c'est vous qui avez fait le coup. Que c'est vous la coupable. Il l'a pas cru. Et il était sincère. Il ne l'a pas cru du tout. Les aveux de Marie-Jeanne, morte en 1931, alors que son mari est au bagne, n'ont servi à rien. Mais la vérité, selon Guy Seznec, témoin du crime de Morlaix, ne convainc pas tout le monde. Je ne crois pas du tout à cette thèse. Mais ça me paraît complètement hallucinant. Et mes grands-parents, je ne les vois pas faire ça. Je ne vois pas mon grand-père... bon, c'est complètement absurde. Mais si c'était vrai? Ah, si c'était vrai, ça ferait Roméo et Juliette. Et ça fait une histoire d'amour extraordinaire. Dans le sens où il allait au bagne pour couvrir sa femme. Denis Seznec, lui, suit une autre piste. Le meurtre aurait eu lieu là, dans le beau manoir de Kemner. Aucun lien avec les Seznec. Pour lui, c'est sa dernière chance de convaincre la justice. Fin mai 1923, par une nuit de noces, une petite fille aurait assisté au crime. La petite fille, c'est Gabrielle Dauphin, 103 printemps aujourd'hui. C'est le dernier témoin vivant de l'affaire. Denis Seznec est venu avec sa sœur pour la mettre en confiance. Devant ta sœur, tu dis plus, hein? Tu parles davantage. Oui. Hein? Parce qu'on s'aime bien toutes les deux. On s'aime bien toutes les deux. Oui, oui. On t'a dit... Oui, mais tu te rends compte combien d'années oui, qui ont passé? Du coup de feu, tu te rappelles? Oui. J'ai entendu les coups de feu. Voilà, un coup de feu. Oui. Mais tu te rappelles de l'homme que tu as vu en chemise blanche aussi. Faut pas demander trop. Ça a roulé là-dedans. Ah oui. Oui. Tu as une bonne mémoire pour tout ce qui est vieux. Oui. Quand il a tiré, j'ai entendu tout de suite. Ben oui. Oui. J'avais peur, moi. Mais tu nous racontais ça. Hein? Tu nous racontais ça, hein? Oui. Et nous, on avait peur. Oui. On ne voulait pas aller à Traunay non plus. Non plus. Non, non, on avait peur. Oui. Alors ici, dans le village, on disait, oui, ils poursuivaient Kemener. Et Kemener, personne, elle n'avait pas vu non plus. Et elle a dû... C'est Kemener qui a été tué, là. Et enterré où? Oui. T'as vu ça? Denis, quelle est votre impression sur ce... Disons, devant l'huissier, c'est pas bon. C'est pas assez précis. Elle a 103 ans. C'est un témoignage, elle avait 9 ans. Je suis pessimiste. Je crois que je risque de faire le combat de trop. Parce qu'un nouvel échec, moi, je m'en mettrai pas. Hein. C'est pas possible. J'ai fait le maximum. Mais il y a des limites. Hein. C'est dommage. Mais c'est dans la boîte quand même. C'est quand même dans la boîte pour l'histoire. Pour la justice, je crois que c'est foutu. Ça sera un miracle qu'on trouve autre chose. En plein doute, Denis Seznec vient chercher à Saint-Malo les conseils d'un couple d'amis de longue date, Jean-Marie et Monique. L'affaire Seznec restera dans l'histoire l'affaire où il n'y a pas de cadavre. Pas d'aveu, pas de témoin, rien. Il n'y a rien. Mais depuis le départ, il fallait que ça soit Seznec. Donc si Kemner s'est fait poursuivre par quelqu'un avec un revolver, on a le témoignage d'une dame qui dit « j'ai entendu, j'ai vu », etc.
Ça pourrait disculper ton grand mais elle n'a pas dit que c'était Kemener. Ah, non, elle ne sait pas qui c'est. C'est nous qui concluons que ça devait être Kemener. Oui, d'accord. C'est un argument à 2 balles. Hein. Oui, moi, personnellement, je suis pessimiste. Le grand défaut que tu as, c'est d'être breton, finalement. Oui. Et en tant que breton, tu es un type têtu. Tu es le bulot coincé sur le rocher et tu ne lâches rien. C'est parce qu'il avait fait la promesse aussi à ça. Tu te sens voilà, donc investi, ça, en fait. Je me sens investi. Si j'avais rien fait, je me le pardonnerais. Moi, je te parle un peu comme une maman. Il y a plus de 20 ans, 30 ans, c'était pas du tout le même garçon et on le voit... Mais il a toujours la même fougue, je dirais, il est toujours breton. Oui, mais il le fait, mais avec de larmes, en fait. Oui. Il faut savoir s'arrêter. Tu as fait tout ce que tu as pu. Je pense que ta grand-mère doit être absolument émerveillée de ce que tu as fait, mais il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord avec toi, maintenant. D'après toi, tu me disais que tu avais une idée sur l'endroit où le grand-père aurait enterré Kemener? Ouais, mais c'est une idée seulement. Mais il faudrait pas que ça se sache. Parce qu'on croirait que c'est lui. J'ai vu des travaux. Ils ont construit un mur? Non, non. D'après moi, ce serait dans un sol assez profond, à côté de la maison, quoi. C'était un genre de cellier. C'est parce que t'as vu faire des travaux juste après que... À Morlaix, le brocanteur Bertrand Villain tente de vérifier si un cellier existe ou a existé dans la maison Seznec. Donc ici, on voit le mur de ce qui pourrait être l'espèce de cellier. Si Pierre Kemener a été effectivement enterré dans l'espèce de cellier, les restes devraient se trouver sous cet amas de terre. Donc ça va faire l'objet des fouilles. Très curieusement, la maison Seznec est le seul endroit de l'affaire où il n'y a jamais eu de fouilles. L'actuel propriétaire a finalement donné son autorisation au brocanteur. Une dizaine de bénévoles et de passionnés de l'affaire Seznec sont à l'œuvre autour du brocanteur. Celui-là, je vais mettre plus haut, là. Attends. Le gars va venir ici avec le tractopelle. On fait ça bien et efficace. D'accord, voilà. Évidemment, l'avocat Denis Langlois a fait le voyage. Tous les gens qui ont travaillé sur l'affaire ont envie de savoir, d'avoir la solution. On a cherché Pierre Kemener un peu partout. Et en fait, il serait enterré depuis bientôt 100 ans à Morlaix. Monsieur, vous vous êtes faufilé pour venir voir ce qui se passait ici? Oui, oui, ce n'est pas une curiosité malsaine, c'est par... voilà, je suis très curieux de cette affaire depuis toujours. Hein. Depuis que je suis né, j'ai entendu parler de ça et moi j'ai souvent pensé que Pierre Seznec n'était pas coupable. Maintenant, je sentais bien qu'il y avait
J'imagine qu'il y a une complicité entre son épouse et lui. Maintenant, peut-être par amour, là, ils se sont protégés. J'en sais rien du tout. Hein. Je dirais des bêtises en parlant parce que... Alors là, il faut nettoyer. Je pense pas que ce soit d'animaux. À 14h30, la curiosité des bénévoles est récompensée. Bon, ça... Il faut la perdre. Hein. On a retrouvé un bout d'os. Juste quand il était avec son tracto, j'ai vu un truc, j'ai dit ça c'est un bout d'os. Vous êtes ému ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un très grand jour pour moi, mais pour tous ceux aussi qui s'intéressent depuis longtemps à l'affaire Seznec. C'est une affaire qui a bouleversé les consciences de beaucoup de gens, surtout en Bretagne. Et si on s'approchait de la vérité, ce serait quelque chose d'important. Vas-y, messieurs, dames, on peut prendre le matériel après. Après. Bon, vas-y. Vous en faites pas, ça devrait aller. Allez-y, s'il vous plaît. Il est 15h, la police évacue le jardin. La maison Seznec est devenue une scène de crime. Ça ressemble, enfin moi je suis pas spécialiste. Sur photo, une médecin légiste confirme qu'il s'agit bien d'un os humain. Mais oui, moi j'ai du mal encore à réaliser. En fait, on se dit, ça n'est pas possible qu'on trouve des ossements. On fait une erreur, il y a un truc. Et puis, bon là, effectivement, c'est confirmé que c'est des ossements humains, donc ça ne peut être que Pierre Quémeneur. Donc c'est un truc de fou, quoi. Le procureur de Brest a interrompu son week-end pour venir sur place relancer l'enquête. Ça semble être un os humain, donc on part sur une enquête de ce type-là pour poursuivre les fouilles et les expertises. Et en procédure, vous ouvrez ? Sur recherche cause de la mort, article 74 du Code de procédure pénale. Est-ce que vous remerciez les personnes qui ont fait des fouilles privées ? Pour en finir avec l'affaire Seznec. Et après, on passe à autre chose, les gars. Une victoire trop vite fêtée, car 3 jours plus tard, on apprendra que la légiste s'est trompée. Les ossements trouvés étaient des os de bovins. Mais à Morlaix, une rumeur court depuis près d'1 siècle sur le cadavre de Pierre Quémeneur. Depuis la nuit agitée du dimanche 27 mai 1923 à la scierie Seznec. Yvon Le Saout, son père habitait en face, se fait le porte-parole des voisins et des ouvriers. Il y a eu l'histoire des flammes toute la nuit lors du retour de Seznec à la scierie. La locomobile a fonctionné toute la nuit, le ciel était illuminé de flammes rouges. Il y avait une odeur épouvantable, ça sentait, comme on dit, le cochon grillé. Tous les gens du quartier l'ont rapporté, se demandaient ce qui se passait. Le lendemain matin, les ouvriers se pointaient au travail. Seznec les a renvoyés chercher du bois pour faire fonctionner la locomobile. Et il y en avait un qui était handicapé, qui disait à son patron, mais vous savez bien que moi je peux pas, je suis handicapé. Et Seznec lui a dit, ben écoute, toi tu vas rester là. Et c'est lui qui a vu donc Seznec vider la locomobile et vider les cendres dans la locomobile dans la rivière. C'était la première fois qu'il le faisait.
Ben, il y a tellement de faits qui prouvent qu'il y a quelque chose de pas normal. Il s'est passé des choses vraiment pas normales à la Syrie. Et bon, maintenant, avec les années de recul, il n'est pas possible d'apporter la preuve, mais il y a des témoignages de gens. Le corps est bien passé dans la locomobile. On m'enlèvera jamais ça de l'idée, quoi. C'est pas possible. Une hypothèse jamais prise au sérieux par la justice, mais qui sait? Une semaine plus tard, la justice a levé les scellés et revoilà les bénévoles passionnés. Leur but, finir le travail et creuser encore. On remonte des os de boucherie, des bouteilles et des concrétions de couleur noire charbon. Des résidus de la locomobile, les scories doivent encore être expertisées. Bien sûr qu'il a fait des choses qu'on ne doit pas faire. Forcément, ils se sont séparés du cadavre. C'est un délit, ça il faut l'assumer, mais il n'y a pas eu volonté de donner la mort. Donc pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Lorsque notre père lui a demandé des précisions sur où était Kemener maintenant, hein, où est-ce que le grand-père a dit c'est moi que ça regarde, c'est mon affaire. Enfin, il n'a pas voulu faire partager à son fils, je pense, un autre fardeau qui serait de savoir. Oui, c'est pas du tout. Ils savent pas du tout. Ça peut être loin, pas loin. Ouais, je crois qu'on ne saura jamais. Personne ne sait. Ton père, il n'en a jamais reparlé avec toi de toute cette histoire? En revenant du bagne, c'est moi qui lui ai parlé. Il s'est mis en colère, il m'a dit « Ça ne te regarde pas, c'est moi que ça regarde, t'occupe pas de ça !» Il n'y a que mon père qui aurait pu dire la vérité. J'ai essayé de lui faire dire. Ah, si tu voyais le ton avec lequel il m'a envoyé promener, il y avait que lui qui savait. Personne d'autre. Jusqu'ici, la justice a refusé de croire à l'innocence de Guillaume Seznec. Et lui a choisi de mourir en emportant son secret.